Quand le Sahara devient le nouveau Far West, c'est une ruée vers l'or dont on parle moins. Et pourtant, dans une série de 9 épisodes pour le site internet Les Jours au Sahara, la soif de l'or, le reporter Amaury Auchard et le photographe Michele Catani se sont intéressés à ces chercheurs d'or, série qui a reçu le Visa d'or de l'information numérique France Info 2024, décerné par le festival Visa pour l'image à Perpignan. Et nous sommes justement en direct avec Amaury Auchard. Bonsoir. Quand on pense ruée vers l'or, on ne pense pas forcément Sahara et pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est ce que vous écrivez. Oui, tout a commencé il y a plus de 15 ans maintenant, en 2009, au Soudan, dans l'ouest du Soudan, au Darfour. Et puis en fait, il y a une dynamique qui s'est lancée. Les Soudanais sont partis au Tchad quelques années plus tard, ont emporté beaucoup de Tchadiens dans la ruée vers l'or, sont partis en Libye, puis au Niger, après en Algérie, au Mali, enfin en Mauritanie. Tout ça, ça fait des centaines de milliers de jeunes qui traversent le Sahara avec de l'espoir, avec du rêve de trouver quelque chose, beaucoup de déceptions souvent. Et c'est ça qu'on a voulu raconter avec Michele Catani. Et à travers ces articles, on apprend que la Mauritanie est le dernier pays de la ruée. On parle de 40 000 personnes venues creuser pour trouver de l'or pour ce seul site mauritanien. Comment ça se passe concrètement? Comment les chercheurs d'or délimitent-ils, par exemple, leur territoire? Alors, comme vous dites, ce site, 40 000 personnes, c'est vraiment pour un seul site de repaillage. Il y en a des dizaines en Mauritanie, il y en a des centaines dans tout le Sahara, donc vous pouvez faire le calcul du nombre de gens que ça représente. Après, comment ça se contrôle? Eh bien, tout dépend vraiment des endroits. Vous avez tout d'abord, sous l'ouverture d'un site, chacun délimite son puits, trace des traces dans le sable. Puis après, les puits ils se revendent, ils se monnaient. Puis après, au niveau national, il y a évidemment des dynamiques qui sont chacune très différentes. Chaque État répond un peu à sa manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ruelle se passe dans toutes les zones septentrionales des États du Sahara. Et vous avez une réponse qui est très différente sur les États. Vous avez l'Algérie qui refuse de voir des orpailleurs sur son territoire, qui arrête, qui expulse les orpailleurs vers le Niger. Vous avez d'autres États, au contraire, comme la Mauritanie, comme le Tchad, qui essayent de réguler, de formaliser, entre guillemets, cette ruée vers l'or en créant des sociétés publiques. Vous avez la Maaden en Mauritanie, la Sonimic au Tchad, qui tentent de formaliser la ruée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il y a une dynamique qui est différente par pays et qu'on la voit seulement de façon nationale, ce qui est un problème parce que cette dynamique de ruée vers l'or, elle est vraiment régionale, depuis le Soudan jusqu'à la Mauritanie. Et il faudrait la voir comme une dynamique saharienne plutôt que nationale. Oui, et vous êtes rendu donc en Mauritanie, au Niger et au Mali. Alors parmi ces chercheurs d'or, il y en a qui viennent du Canada, par exemple, mais il s'agit surtout d'une migration intra-africaine qui vient de tous les milieux sociaux, des jeunes Africains qui désormais préfèrent chercher l'or que prendre la pirogue pour l'Europe. Vous avez par exemple un exemple d'une personne, d'un migrant malien que vous avez rencontré qui était en France pendant 8 ans, mais dit qu'il gagne davantage comme orpailleur. Hein. Oui, bien sûr. Alors, vous parlez des Canadiens, c'est vraiment, il y a évidemment des entreprises privées, mais c'est vraiment au Sahel, dans le Sahara, il n'y a pas encore d'entreprises privées qui travaillent dans le Sahara. Tout est très artisanal. Et après, vous parlez évidemment d'un migrant qu'on a croisé, Kassim Koulibaly, en Mauritanie, qui vient de la région de Caille, qui est parti en 99 en France, qui a travaillé pendant 8 ans dans le métro parisien, dans une entreprise d'entretien du métro. Et puis il est rentré, faute d'avoir trouvé une carte de séjour en France. Et puis la ruelle l'a pris lui aussi. On l'a croisé sur un site de repaillage. Et coquetterie de la vie, il a trouvé en 2020 4 kilos d'or. Il a pu envoyer son fils étudier en France, mais cette fois de manière légale. Alors, un expert vous dit que l'or du Sahara représente des milliards de dollars chaque année qui échappent à tout contrôle. Là est tout l'enjeu, hein, donner un cadre à cette activité. Évidemment, après c'est une énorme manne financière, mais elle est très compliquée à capter parce que tout est informel. Cette ruelle se passe loin des yeux, elle se passe loin des villes. L'or, il part après à Dubaï, et souvent en avion privé. Le seul moyen de comprendre un peu les échelles, c'est d'observer les moments où la machine, entre guillemets, de l'exportation se grippe, entre guillemets. Par exemple, début 2024, on a eu un avion qui a été saisi à Addis Abeba. Il y avait à son bord plus de 1,5 tonnes d'or, donc c'est équivalent de 100 millions de dollars. Cet or, il venait du Niger. Cet avion, il avait décollé à Niamey en direction de Dubaï. C'est un avion, il y en a quasiment toutes les semaines qui décollent.
Évidemment, c'est une grosse question, mais encore une fois, les États essayent de répondre chacun à sa manière, parce que pour essayer de capter aussi cette manne financière. Alors au Niger, vous racontez qu'il y a parfois des attaques de convois transportant des orpailleurs. Dans le nord du Mali, les sites d'orpaillage sont aux mains des groupes armés, donc évidemment une activité qui n'est pas sans danger, hein. Oui, alors évidemment, mais encore une fois, tout dépend vraiment de l'endroit. Nous, on a choisi de raconter une attaque qui a eu lieu dans le nord du Niger en avril dernier, en avril 2023. Il y a une vraie route qui se passe entre le site d'orpaillage de Chibarakaten, qui est à la frontière algérienne, et la ville d'Arlit, où il y a un centre de traitement de l'or. Et il y a de nombreuses attaques qui prennent place. Nous, on a rencontré une qu'on a essayé un peu de décrypter pour prendre un exemple et montrer que finalement, le plus compliqué, c'est pas forcément de trouver de l'or, c'est de le garder ensuite, de ne pas se le faire voler et pouvoir le revendre à un bon prix en ville. Alors il y a d'autres conséquences également à l'orpaillage. C'est la pollution liée au mercure, par exemple. C'est ce que vous décrivez aussi, hein. Oui, alors en fait, il faut comprendre que l'or, il n'est pas traité sur le site d'orpaillage. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment des sacs de gravats qui sont extraits des puits. Et ces sacs de gravats sont emmenés dans ce qu'on appelle des centres de traitement. Vous en avez maintenant aujourd'hui dans de nombreuses villes du Sahara. Donc vous avez ces sacs qui arrivent dans des centres de traitement. Et puis après, c'est des gravats qui sont écrasés, qui sont pilés pour en extraire l'or. Et l'or, il est extrait avec du mercure. Donc mercure est interdit dans le monde entier. C'est la seule manière de dissocier la roche de l'or. Puis après, il y a aussi du cyanure souvent qui est utilisé. En fait, ce mercure, ce cyanure, c'est en train de polluer toutes les nappes phréatiques qui sont situées sous ces centres de traitement. Donc ça va avoir un impact dans le futur sur le bétail qui vient boire l'eau, sur les humains évidemment. On a un peu vu ça, il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'uranium ces 20 dernières années. Mais aujourd'hui, il est sans doute trop tôt pour l'or pour comprendre vraiment les impacts à long terme. Mais en tout cas, tous les gens qui travaillent sur la question de la pollution prédisent tous une catastrophe environnementale partout où il y a des centres de traitement. Sahara, la soif de l'or, une série donc de 9 épisodes à retrouver sur le site internet Les Jours. Merci, Amaury Auchard.